Bonjour à tous. Je m'appelle Marguerite, j'ai 67 ans, et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et la plus belle de ma vie. Une histoire que j'ai gardée secrète pendant des décennies, jusqu'à ce qu'une simple photo change tout. C'était un mardi soir de novembre, ici à Lyon. La pluie tambourinait contre les fenêtres de notre salon, et l'odeur du pot-au-feu que j'avais préparé embaumait encore la maison. J'étais là, comme toujours, discrètement assise dans mon fauteuil en velours bleu, celui que mon défunt mari Pierre avait choisi il y a 20 ans. Ma fille Céline venait de rentrer de son travail d'avocate. Encore une fois, elle était énervée, stressée. À 42 ans, elle menait une vie trépidante que je ne comprenais pas toujours, mais que je respectais. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. Ses yeux brillaient d'une colère que je ne lui avais jamais vue. « Maman », m'a-t-elle dit en jetant son manteau sur le canapé, « il faut qu'on parle. » J'ai posé mon tricot sur mes genoux. Depuis que Pierre nous avait quittés il y a 5 ans, Céline et moi vivions ensemble dans cette maison de la Croix-Rousse. Une cohabitation qui n'était pas toujours facile, mais qui me permettait de ne pas être seule. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Elle s'est plantée devant moi, les bras croisés. Dans la lumière tamisée du salon, son visage me rappelait tant celui de sa grand-mère, ma mère, avec ces mêmes traits fins et cette même détermination dans le regard. « J'ai croisé Madame Dubois au marché aujourd'hui », a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement. Elle m'a encore demandé pourquoi tu ne participais jamais aux activités du quartier, pourquoi tu ne venais jamais aux réunions de copropriété, pourquoi tu restais toujours effacée. J'ai baissé les yeux. Ce n'était pas la première fois qu'on me faisait ce reproche. Depuis mon veuvage, et même avant, j'avais toujours été celle qui restait en retrait, qui ne prenait jamais la parole, qui laissait les autres décider. Et tu sais ce qu'elle m'a dit ensuite ? A continué Céline, sa voix montant d'un cran. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas comment moi, une femme indépendante et accomplie, j'avais pu avoir une mère si quoi ? Ai-je murmuré, bien que je connaisse déjà la réponse. Si insignifiante, a-t-elle explosé. Et tu veux que je te dise, maman ? Pour une fois, je n'ai pas su quoi répondre, parce qu'au fond, elle a raison. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Ma propre fille, ma Céline, pensait donc comme tous les autres. Tu as vécu toute ta vie dans l'ombre, a-t-elle poursuivi, arpentant maintenant le salon. Papa prenait toutes les décisions, tu acquiesçais. Moi, je prenais toutes les initiatives, tu acquiesçais. Tu n'as jamais eu d'opinion, jamais eu d'ambition, jamais rien fait de remarquable de ta vie. Chaque mot était comme un coup de poignard. Je sentais mes mains trembler, mais je n'arrivais pas à parler. Et aujourd'hui, à 67 ans, qu'est-ce que tu laisses derrière toi ? Rien. Tu n'as aucune histoire à raconter, aucun exploit, aucune trace de ton passage sur cette terre. Elle s'est arrêtée devant moi, et ce qu'elle a dit ensuite restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Tu veux que je te dise la vérité, maman ? Tu es une honte pour cette famille, une honte pour toutes les femmes de ta génération qui se sont battues pour leurs droits. Tu représentes tout ce contre quoi je me bats au quotidien. La femme soumise, invisible, sans personnalité. Le silence qui a suivi était assourdissant. Seule la pluie continuait son balai contre les carreaux. J'ai regardé ma fille, cette femme forte et déterminée que j'avais élevée, et j'ai réalisé qu'elle ne me connaissait pas. Pas vraiment. Je vais me coucher. Ai-je fini par articuler d'une voix brisée. Je me suis levée lentement de mon fauteuil, mes jambes flageolantes sous le poids de l'émotion. Céline ne m'a pas retenue. Elle s'est contentée de secouer la tête avec dépit. Alors que je me dirigeais vers l'escalier qui menait à ma chambre, quelque chose d'inexplicable s'est produit. J'ai entendu un petit bruit sec derrière moi, comme quelque chose qui tombe. Je me suis retournée. Une photo venait de tomber du mur. Une vieille photo jaunie dans un cadre en bois que j'avais accroché là il y a des années, discrètement, derrière une plante verte. Céline l'avait ramassée et la regardait avec des yeux ronds. « Maman, c'est toi là-dessus ?» J'ai fermé les yeux. Cette photo, je l'avais oubliée, ou plutôt, j'avais essayé de l'oublier. Mais le destin, ce soir-là, avait décidé qu'il était temps que la vérité éclate. « Oui », ai-je murmuré, « c'est moi, Ré. » Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai vu dans les yeux de ma fille autre chose que de l'indifférence ou de la déception. J'y ai vu de la curiosité, et peut-être même du respect. Céline tenait la photo entre ses mains, comme si c'était un trésor fragile. Je suis redescendue lentement dans le salon, mon cœur battant la chamade. Cette image, elle représentait une époque de ma vie
que j'avais enfoui si profondément que parfois, je me demandais si je l'avais vraiment vécu. « Maman, je ne comprends pas », a dit Céline en s'asseyant sur le canapé. « Sur cette photo, tu portes un uniforme et il y a marqué quelque chose au dos. » Elle a retourné le cliché. D'une écriture fanée, on pouvait lire « Marguerite Durand, infirmière volontaire, mission humanitaire, Cambodge, 1978-1982. » Le silence s'est étiré entre nous. Dehors, la pluie avait cessé, mais l'atmosphère dans notre salon était chargée d'électricité, comme avant un orage. « Tu étais infirmière ?» a murmuré Céline, incrédule. « Tu ne me l'as jamais dit. » Je me suis rassise dans mon fauteuil, mes jambes ne me portant plus. Comment expliquer à sa propre fille 45 ans de silence? Comment lui dire que la femme qu'elle méprisait avait autrefois été celle qu'elle admirait le plus au monde? Je n'étais pas seulement infirmière, ai-je commencé d'une voix tremblante. J'étais infirmière volontaire pour Médecins sans frontières. J'avais 23 ans quand je suis partie pour le Cambodge. Les yeux de Céline se sont écarquillés. Elle ne disait plus rien, mais je voyais son monde s'écrouler et se reconstruire en même temps. C'était en 1978, juste après la chute des Khmers rouges. Le pays était dévasté, Céline. Des millions de morts, des familles détruites, des enfants orphelins. Et moi, cette petite Lyonnaise qui n'avait jamais quitté sa région, je me suis retrouvée au cœur de l'enfer. J'ai fermé les yeux et les images sont revenues d'un coup. L'odeur de la poudre et des médicaments, les cris des blessés, la chaleur étouffante des camps de réfugiés et surtout ces visages d'enfants qui me hantent encore. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» a chuchoté Céline. « Parce que… » J'ai pris une grande inspiration. « Parce que quand je suis revenue, j'étais brisée, ma chérie. Brisée comme on ne peut pas l'imaginer. » Je me suis levée et je suis allée vers la fenêtre. Lyon s'étendait devant moi, paisible et lumineux. Si différent de ce que j'avais connu là-bas. J'ai passé 4 ans au Cambodge. 4 ans à voir des choses qu'aucun être humain ne devrait voir. J'ai tenu des enfants dans mes bras pendant qu'ils mouraient de malnutrition. J'ai soigné des femmes violées par des soldats. J'ai vu des villages entiers réduits en cendres. Céline s'était levée et s'était approchée de moi. Pour la première fois depuis des années, je sentais qu'elle me voyait vraiment. « Mais j'ai aussi sauvé des vies », ai-je continué, ma voix se raffermissant. « Des centaines de vies. Cette photo, elle a été prise le jour où nous avons réussi à évacuer un village entier avant qu'il ne soit attaqué. Regarde bien mon visage, Céline. Tu vois cette détermination, cette force, elle était réelle. » Ma fille a regardé à nouveau la photo. Sur le cliché, on me voyait effectivement au centre d'un groupe d'autres volontaires, le visage buriné par le soleil et l'expérience, mais les yeux brillants de conviction. J'étais chef d'équipe, ai-je ajouté avec une fierté que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Moi, Marguerite, la petite fille timide de la Croix-Rousse, je dirigeais une équipe de 12 personnes. Je prenais des décisions de vie ou de mort tous les jours. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as tout abandonné? Voilà, la question que je redoutais, celle qui m'obligeait à replonger dans la partie la plus douloureuse de mon histoire. En 1982, j'ai été blessée dans un attentat, une explosion dans un marché où nous distribuions des médicaments. J'ai été rapatriée en urgence en France. J'ai remonté ma manche gauche, révélant une cicatrice que Céline n'avait jamais remarquée. 3 mois d'hôpital, 6 mois de rééducation. Mais les vraies blessures, Céline, elles n'étaient pas physiques. J'avais ce qu'on appelle aujourd'hui un stress post-traumatique. À l'époque, on ne savait pas comment traiter ça. Et papa? J'ai rencontré ton père pendant ma convalescence. Pierre était kinésithérapeute à l'hôpital. Il était doux, patient, rassurant. Tout le contraire de l'enfer que je venais de vivre. Je suis retournée m'asseoir, soudain épuisée par ses souvenirs. Quand il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui, pas par amour fou, mais parce que j'avais besoin de stabilité, de paix, et lui voulait me protéger. Il pensait que le meilleur moyen de me soigner était de me faire oublier cette période de ma vie. Il t'a fait oublier? Non, Céline, c'est moi qui ai choisi d'oublier, ou plutôt de faire semblant d'oublier. Chaque fois que j'essayais de parler de mon expérience, Pierre changeait de sujet. Il disait que c'était du passé, que je devais me concentrer sur notre avenir ensemble. Et tu as accepté? J'étais épuisée, ma chérie, épuisée de me battre, épuisée de souffrir. Alors oui, j'ai accepté. J'ai rangé mes médailles, mes photos, mes souvenirs dans une boîte au grenier. Et j'ai essayé de devenir la femme que Pierre voulait que je sois. Discrète, dévouée, effacée.
Céline s'est assise en face de moi, la photo toujours dans ses mains. Mais tu n'y es jamais vraiment arrivé, n'est-ce pas? Comment ça? Cette discrétion, cette façon de t'effacer, ce n'était pas de la soumission, c'était de la protection. Tu te protégeais. Pour la première fois de la soirée, j'ai souri. Ma fille avait toujours été intelligente, mais là, elle venait de comprendre quelque chose que moi-même, j'avais mis des années à saisir. Tu as raison. Pendant toutes ces années, j'ai eu peur. Peur de redevenir celle que j'avais été. Parce que cette femme-là avait vécu des choses terribles. Alors j'ai choisi de rester dans l'ombre, de laisser les autres prendre les décisions, de ne plus jamais m'exposer. Et moi, dans tout ça? Toi, tu es né 3 ans après mon retour. Et dès le premier jour, j'ai su que je voulais que tu sois tout ce que je n'osais plus être. Forte, indépendante, courageuse. Tu es mon plus grand accomplissement, Céline. Ma fille avait les larmes aux yeux maintenant. Mais ce n'étaient plus les larmes de colère de tout à l'heure. C'était autre chose. De la compréhension peut-être. De l'émotion, sûrement. Maman, il y a autre chose, n'est-ce pas? Cette photo, elle n'est pas tombée par hasard ce soir. J'ai acquiescé lentement. Elle avait raison. Il y avait effectivement autre chose. Le plus important, en fait. La raison pour laquelle j'avais gardé cette photo, malgré toutes mes tentatives d'oubli. Oui, ma chérie, il y a autre chose. Et je crois qu'il est temps que tu le saches. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Céline avait préparé du thé, et nous étions restés toutes les deux dans le salon. Cette photo posée entre nous comme un pont vers un passé que ma fille découvrait. « Raconte-moi tout, maman », m'avait-elle dit avec une douceur que je ne lui connaissais plus. J'ai pris une grande inspiration. Il était temps. Temps de libérer le secret que je portais depuis 40 ans. Tu vois, Céline, sur cette photo, je ne suis pas seule. Il y a d'autres volontaires avec moi. Et parmi eux, j'ai pointé du doigt une silhouette à ma droite sur le cliché. Un jeune homme aux cheveux bruns, au sourire radieux, qui tenait dans ses bras un petit enfant cambodgien. Il s'appelait Thomas Moreau. Il était médecin et il dirigeait notre mission. Céline a regardé plus attentivement la photo. Dans la pénombre du salon, je voyais son visage se concentrer sur chaque détail. « Tu l'aimais » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Oui, je l'aimais comme je n'ai jamais aimé personne. Et lui aussi m'aimait. Qu'est-ce qui s'est passé? Thomas a disparu 3 semaines avant l'attentat où j'ai été blessé. J'ai fermé les yeux, replongeant dans ce jour terrible de mars 1982. Nous étions dans un village près de la frontière thaïlandaise. Il y avait eu des rumeurs d'une attaque imminente des derniers groupes Khmers rouges. Thomas avait décidé d'aller négocier avec les chefs locaux pour faire évacuer la population. Et il n'est jamais revenu. Nous l'avons cherché pendant des jours. L'armée cambodgienne, les Nations Unies, tout le monde s'est mobilisé. Mais rien. Comme s'il avait disparu dans la nature. La douleur était encore là, intacte après toutes ces années. Cette douleur que j'avais enfouie sous des décennies de silence. Les autorités ont conclu qu'il avait probablement été capturé et exécuté par des rebelles. Son corps n'a jamais été retrouvé. Céline s'était rapprochée de moi et avait pris ma main dans la sienne. « Maman, je suis désolée. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu le savoir? Je n'en ai jamais parlé à personne. Même pas à ton père. Papa n'était pas au courant? Non. Quand j'ai rencontré Pierre, j'étais brisée par la mort de Thomas, autant que par mes traumatismes de guerre. Pierre voyait que j'étais fragile, mais il pensait que c'était seulement à cause de mes blessures physiques et de ce que j'avais vécu en général. J'ai marqué une pause, rassemblant mon courage pour la suite. Mais ce n'est pas tout, Céline. Il y a autre chose que tu dois savoir. Ma fille m'a regardée avec appréhension. Quand Thomas a disparu, j'étais enceinte. Le silence qui a suivi était total. Céline a lâché ma main, ses yeux s'écarquillant de choc. Enceinte? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu le bébé 3 jours après l'attentat. Le stress, les blessures, le choc. Mon corps n'a pas tenu. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues, libérant 40 ans de douleurs refoulées. J'ai perdu l'homme de ma vie et notre enfant à quelques semaines d'intervalle. Quand je suis revenue en France, j'étais plus qu'une survivante de guerre. J'étais une femme détruite. Céline s'est levée et a commencé à faire les 100 pas, comme elle le faisait toujours quand elle réfléchissait intensément. Mais maman, si tu as vécu tout ça, si tu as été si forte, si courageuse, pourquoi tu ne l'as jamais dit? Pourquoi tu as laissé tout le monde penser que tu étais insignifiante? Parce que cette femme forte, cette Marguerite courageuse qui sauvait des vies au Cambodge, elle est morte avec Thomas et notre bébé. Celle qui est revenue en France,
C'était juste une coquille vide. « Non !» s'est exclamée Céline avec véhémence. « Non, maman, tu te trompes. Cette femme, elle n'est pas morte, elle s'est juste cachée. » Elle s'est rassise en face de moi, ses yeux brillants d'une émotion intense. « Tu veux que je te dise ce que je vois maintenant ? Je vois une femme qui a traversé l'enfer et qui en est revenue. Une femme qui a choisi de reconstruire sa vie différemment, mais qui n'a jamais cessé d'être courageuse. Comment peux-tu dire ça ? Parce que tu m'as élevée, maman. Tu crois que c'est par hasard si je suis devenue avocate ? Si je me bats pour les droits des femmes ? Si je n'ai jamais accepté qu'on me marche dessus ? Elle avait raison, et pour la première fois, je commençais à l'entrevoir. Pendant toutes ces années où tu restais discrète, tu me poussais, moi, à prendre la parole. Quand tu ne participais pas aux réunions de copropriété, tu m'encourageais à défendre mes idées au lycée. Quand tu laissais papa prendre les décisions, tu me répétais sans cesse « Toi, ma chérie, ne laisse jamais personne décider à ta place. » C'était vrai. Tout était vrai. Tu m'as transmis ta force sans que je m'en rende compte. Tu as fait de moi la femme que tu n'osais plus être. Céline. Et tu sais quoi, maman ? Il n'est pas trop tard. Cette femme courageuse que tu étais, elle est toujours là. Je l'ai vue ce soir, quand tu m'as raconté ton histoire. Je l'ai vue dans tes yeux, quand tu parlais de tes missions humanitaires. Elle s'est levée et est allée chercher quelque chose dans le secrétaire de papa. Elle est revenue avec un carnet et un stylo. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais t'aider à la retrouver, cette femme, et on va commencer par écrire ton histoire. Ta vraie histoire. Mais Céline, qui voudrait entendre l'histoire d'une vieille dame de 67 ans ? Tous ceux qui, comme moi il y a encore 2 heures, pensent que le courage ne peut avoir qu'un seul visage. Tous ceux qui croient qu'une femme discrète est forcément une femme faible. Elle avait raison. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Cette flamme que je croyais éteinte depuis la disparition de Thomas. Tu sais, maman, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc ? Je ne pense plus que tu sois une honte pour cette famille. Je pense que tu en es la fierté. Ces mots ont achevé de briser le mur que j'avais construit autour de mon cœur. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, j'ai pleuré. Vraiment pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. Ma fille m'a prise dans ses bras, et dans cette étreinte, j'ai retrouvé non seulement ma Céline, mais aussi une partie de moi-même que je croyais perdue à jamais. Mais cette nuit-là, il nous restait encore une surprise à découvrir, la plus grande de toutes. Il était presque 3 heures du matin quand Céline s'est arrêtée d'écrire. Elle avait rempli une dizaine de pages de mon récit, me posant des questions précises sur mes missions, mes collègues, les enfants que j'avais soignés. « Maman, il faut que je vérifie quelque chose », m'a-t-elle dit soudain en se levant. « Quoi donc ? Cette photo, elle n'a pas été prise quand exactement ? » J'ai réfléchi. En février 1982, je crois, quelques semaines avant la disparition de Thomas. Céline a pris son ordinateur portable et a commencé à taper frénétiquement sur le clavier. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je cherche des informations sur Thomas Moreau. Avec Internet, on peut retrouver beaucoup de choses aujourd'hui. » Elle avait raison. À mon époque, quand quelqu'un disparaissait dans une zone de guerre, les recherches s'arrêtaient souvent faute de moyens. Mais aujourd'hui, regarde maman, j'ai trouvé quelque chose. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était un article de journal suisse daté de 1985. Le médecin français Thomas Moreau, porté disparu au Cambodge en 1982, retrouvé vivant dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Maman, il a survécu. Mon cœur s'est arrêté de battre. Thomas, vivant. Mais c'est impossible. Les autorités m'avaient dit « Continue de lire », m'a encouragée Céline. L'article expliquait que Thomas avait été capturé par des rebelles, mais qu'au lieu de l'exécuter, ils l'avaient gardé prisonnier pour soigner leurs blessés. Il avait réussi à s'échapper en 1984 et avait rejoint un camp de réfugiés à la frontière thaïlandaise. Il a cherché à me retrouver, ai-je murmuré. Céline continuait ses recherches, ses doigts volant sur le clavier. Oui, regarde, il y a un autre article, de 1986 cette fois. Il dit qu'il a essayé de reprendre contact avec ses anciens collègues de Médecins sans frontières, mais que beaucoup avaient changé d'adresse ou quitté l'organisation. Et après ? Attends, je cherche encore. Ah, le voilà. Elle avait trouvé le site internet d'une clinique à Marseille. Et là, en photo de présentation, un homme aux cheveux gris, mais avec le même sourire que sur notre vieille photo jauna. Docteur Thomas Moreau, directeur de la clinique Saint-Charles, spécialisé dans l'aide aux réfugiés. Je n'arrivais pas à y croire. Thomas était vivant.
Il avait 71 ans maintenant, comme moi j'avais 67 ans. Il dirigeait une clinique à Marseille. « Maman, tu trembles !» s'est inquiétée Céline. « C'est impossible. Après toutes ces années, il n'est pas marié, » a ajouté Céline, après avoir consulté plusieurs sites. En tout cas, aucune mention d'une épouse sur le site de sa clinique. « Céline, qu'est-ce que tu es en train de me suggérer ?» Ma fille m'a regardée avec un sourire malicieux que je ne lui avais pas vu depuis son enfance. « Je te suggère qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver la femme courageuse que tu étais, et que cette femme-là n'aurait pas hésité une seconde. Mais enfin, Céline, ça fait 40 ans, il m'a peut-être oublié, il a sûrement refait sa vie. Ou alors il t'a cherché partout lui aussi, et il ne t'a jamais oublié. » Elle s'est levée et est allée chercher le téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ? J'appelle la clinique. »« Maintenant ? Il est 3 heures du matin. »« Non, maman, il est 9 heures du matin à Marseille. »« Enfin, il va être 9 heures dans quelques heures. On va attendre un peu et on appelle. » Les heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Céline avait préparé un petit déjeuner, mais je n'arrivais pas à avaler quoi que ce soit. Mon estomac était noué par l'émotion. À 9 heures précises, Céline a composé le numéro. « Bonjour, pourriez-vous me passer le docteur Moreau, s'il vous plaît ? C'est personnel. Dites-lui que c'est de la part de Marguerite Durand. Mission Cambodge, 1982. » Il y a eu un long silence. Puis j'ai entendu une voix lointaine, déformée par le haut-parleur, mais que j'aurais reconnue entre mille. « Marguerite ? Marguerite, c'est vraiment toi ?» Céline m'a tendu le combiné avec des larmes dans les yeux. « Oui, Thomas, c'est moi. Mon Dieu, Marguerite, j'ai essayé de te retrouver pendant des années. On m'avait dit que tu étais morte dans l'attentat de mars 82. Non, j'ai survécu, mais j'ai cru que toi, tu étais mort. J'ai pensé à toi chaque jour pendant 40 ans. Chaque jour, Marguerite. » Les larmes coulaient sur mes joues, mais c'étaient des larmes de joie cette fois. « Thomas, notre bébé. Tu étais enceinte ? Je ne le savais pas. J'ai perdu le bébé après l'attentat. Je me suis mariée avec quelqu'un d'autre. J'ai eu une fille. Mon mari est décédé il y a 5 ans. Marguerite, est-ce que je pourrais venir te voir ? » J'ai regardé Céline, qui m'encourageait du regard. « Oui, Thomas, j'aimerais beaucoup. Je prends le premier train pour Lyon. Je serai là ce soir. » Après avoir raccroché, Céline et moi nous sommes regardés en silence. Puis nous avons éclaté de rire et de larmes en même temps. « Tu te rends compte, maman ? En une nuit, tu as retrouvé ton histoire, ta fierté et l'amour de ta vie. » Elle avait raison. Cette photo qui était tombée du mur, c'était comme si le destin avait décidé qu'il était temps que je cesse de me cacher. Le soir même, quand Thomas a sonné à la porte, j'ai eu l'impression de voir un fantôme. Il avait vieilli, bien sûr, mais son sourire était intact. Et dans ses yeux, j'ai retrouvé cette flamme que j'avais connue au Cambodge. « Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs », m'a-t-il dit en me prenant dans ses bras. Et là, contre son épaule, j'ai compris que Céline avait eu raison sur tout. La femme courageuse que j'avais été n'était jamais morte. Elle s'était juste endormie. Et il avait fallu les mots durs de ma fille et une photo tombée par hasard pour la réveiller. Aujourd'hui, 6 mois après cette nuit extraordinaire, ma vie a complètement changé. Thomas et moi nous sommes installés ensemble. Nous dirigeons maintenant un centre d'aide aux réfugiés ici à Lyon. À 67 et 71 ans, nous avons recommencé à sauver des vies. Céline a publié mon histoire sur Internet et j'ai reçu des centaines de messages de femmes qui se reconnaissaient dans mon parcours. Des femmes qui pensaient, comme moi, qu'il était trop tard pour reprendre leur vie en main. Mais il n'est jamais trop tard. Jamais. Cette photo tombée du mur me l'a prouvé. Et vous savez quoi ? Hier, Madame Dubois m'a croisée au marché. Elle m'a dit « Marguerite, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais vous rayonnez. Vous devriez nous raconter votre histoire un jour. » J'ai souri et j'ai répondu « Avec plaisir, Madame Dubois, avec grand plaisir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages extraordinaires de gens ordinaires. Parce que chacun d'entre nous a une histoire à raconter, une flamme à rallumer, un courage à retrouver. Merci de m'avoir écouté. Je suis Marguerite, j'ai 67 ans, et je viens de comprendre que ma vie ne fait que commencer. Cette histoire, inspirée de témoignages réels, nous rappelle que derrière chaque personne discrète peut se cacher un héros méconnu. N'hésitez pas à partager vos propres histoires en commentaire. Me voici donc 1 an après cette nuit où tout a basculé. 1 an après que cette vieille photo jaunie ait décidé de tomber du mur et de changer ma vie à jamais.
Je vous écris depuis mon nouveau bureau, au centre d'aide aux réfugiés que Thomas et moi avons ouvert rue de la République, à Lyon. Par la fenêtre, je vois les Alpes au loin, et cette vue me rappelle chaque matin que les montagnes les plus hautes sont celles qu'on gravit une marche à la fois. Ce matin, j'ai reçu une lettre qui m'a particulièrement émue. Elle venait d'une jeune femme de Toulouse, Amélie, qui avait vu mon témoignage sur Internet. Elle m'écrivait « Madame Marguerite, j'ai 35 ans et je pensais qu'il était trop tard pour changer de vie. Grâce à vous, j'ai quitté mon travail qui me rendait malheureuse et je viens de m'inscrire en école d'infirmière. Si vous avez pu recommencer à 67 ans, je peux le faire à 35. » Ces lettres arrivent maintenant chaque semaine. Des femmes, des hommes aussi parfois, qui me racontent comment mon histoire les a inspirés à retrouver leur propre courage. C'est étrange, vous savez. Pendant 40 ans, j'ai pensé que mon seul legs serait ma fille Céline. Aujourd'hui, je réalise que partager sa vérité peut sauver d'autres vies que les siennes. Thomas et moi nous sommes mariés il y a 3 mois. Une cérémonie simple à la mairie du 4e arrondissement, là où j'avais grandi. Céline était mon témoin, et elle pleurait de joie. « Enfin, maman, m'a-t-elle dit ce jour-là, tu rayonnes comme la femme que j'ai toujours su que tu étais. » Notre mariage a fait sensation dans le quartier. Madame Dubois, qui m'avait si longtemps considérée comme insignifiante, est venue nous féliciter. « Marguerite, m'a-t-elle dit, vous nous avez tous donné une leçon. On peut se tromper sur quelqu'un pendant des années. Et savez-vous quoi? Elle s'est inscrite comme bénévole dans notre centre. À 74 ans, elle aide maintenant les familles syriennes à apprendre le français. Hier, nous avons accueilli une nouvelle famille au centre, des réfugiés afghans. Farid, sa femme Soraya et leurs 3 enfants. Quand j'ai vu la peur dans les yeux de la petite Aïcha, 6 ans, j'ai immédiatement repensé aux enfants cambodgiens que j'avais soignés 40 ans plus tôt. Le temps passe, les conflits changent, mais la souffrance humaine reste la même. Et heureusement, la compassion aussi. Thomas a pris Farid sous son aile, il était médecin à Kaboul et espère faire reconnaître son diplôme en France. Moi, je m'occupe de Soraya et des enfants. Hier soir, pendant que j'aidais Aïcha à faire un dessin, elle m'a dit dans son français hésitant « Madame Marguerite, vous avez des yeux gentils, comme ma grand-mère là-bas. » Ces mots m'ont rappelé pourquoi j'avais choisi cette voie il y a si longtemps. Ces yeux d'enfants qui retrouvent de l'espoir, ces familles qui recommencent une nouvelle vie. C'est ce qui donne un sens à tout. Céline vient nous voir tous les dimanches maintenant. Elle a écrit un livre sur notre histoire, sur ces femmes de l'ombre qui portent en elles des trésors cachés. L'éditeur lui a dit que c'était exactement le genre de témoignage dont la société avait besoin en ce moment. Les héros ordinaires, voilà comment il appelle ça. Elle m'a aussi avoué quelque chose d'important le mois dernier. Elle fréquente quelqu'un maintenant, un collègue avocat prénommé Julien. « Tu sais, maman, m'a-t-elle dit, avant cette nuit où la photo est tombée, j'avais peur de m'engager. Je pensais que l'amour rendait faible, comme papa t'avait rendu faible selon moi. Maintenant, je comprends que l'amour véritable nous révèle à nous-mêmes. Regarde comme tu es épanouie avec Thomas. » Elle a raison. Avec Thomas, je ne me cache plus. Nous parlons de tout. De nos années de séparation, de nos regrets, de nos projets pour les années qui nous restent. Nous avons même prévu un voyage au Cambodge l'année prochaine pour revisiter les lieux de notre jeunesse et voir ce qu'est devenu ce pays pour lequel nous avons tant donné. Ce qui me frappe le plus, c'est comme la vérité libère. Pendant 40 ans, j'ai porté le poids de mes secrets, de ma culpabilité d'être revenue vivante quand tant d'autres étaient morts, de ma honte d'avoir abandonné ma première vie. Aujourd'hui, je réalise que je n'avais rien abandonné du tout. J'avais simplement pris un chemin détourné pour revenir à moi-même. Les psychologues d'aujourd'hui ont un nom pour ce que j'ai vécu. La croissance post-traumatique. L'idée qu'après un traumatisme profond, on peut non seulement guérir, mais devenir plus fort qu'avant. C'est exactement ce qui m'est arrivé, même si j'ai mis 40 ans à m'en rendre compte. Parfois, le soir, quand Thomas et moi préparons nos dossiers de demande d'asile dans le salon, je regarde l'endroit du mur où était accrochée cette photo. Céline l'a fait agrandir et encadrer, et elle trône maintenant fièrement au-dessus de notre cheminée. Mais ce qui me frappe, c'est que ce n'est plus la même photo. Oh, l'image n'a pas changé, bien sûr. Mais ce que je vois dedans, oui. Avant, j'y voyais une femme que j'avais été et que j'avais perdue. Aujourd'hui, j'y vois une femme que j'ai toujours été, même quand je l'ignorais. Cette Marguerite courageuse du Cambodge et la Marguerite discrète de la Croix-Rousse, ce sont les deux facettes de la même personne. L'une visible, l'autre cachée,
mais toutes deux authentiques. Si je devais donner un conseil à tous ceux qui m'écoutent, ce serait celui-ci. Ne jugez jamais quelqu'un sur les apparences. Cette voisine que vous trouvez effacée a peut-être sauvé des vies. Ce collègue discret a peut-être vécu des aventures extraordinaires. Cette grand-mère qui tricote en silence a peut-être des histoires à raconter qui vous couperaient le souffle. Et surtout, ne vous jugez pas vous-même trop vite. Si vous avez l'impression d'avoir raté votre vie, d'être passé à côté de vos rêves, demandez-vous si ce n'est pas plutôt que vous n'avez pas encore trouvé le bon moment pour les réaliser. Moi, à 68 ans maintenant, je vis la période la plus heureuse et la plus utile de ma vie. Thomas me dit souvent que nous avons de la chance d'avoir eu une seconde chance. Mais je pense que ce n'est pas de la chance. Je pense que c'est la récompense de ceux qui n'abandonnent jamais complètement l'espoir. Cette photo tombée du mur, certains diraient que c'est un hasard. Moi, je préfère penser que c'était un message. Le message qu'il n'est jamais trop tard pour révéler qui on est vraiment. Alors voilà, c'est mon histoire. Une histoire qui continue à s'écrire chaque jour, avec Thomas à mes côtés, Céline qui rayonne de bonheur, et tous ces visages d'espoir que nous accueillons dans notre centre. Et vous, quelle est votre photo cachée derrière une plante verte? Quel secret vous empêche de révéler votre vraie lumière? Il n'est jamais trop tard pour la laisser tomber du mur. Cette histoire, inspirée de témoignages réels, nous rappelle que derrière chaque personne discrète peut se cacher un héros méconnu. N'hésitez pas à partager vos propres histoires en commentaire.